Relation bilatérale entre Abidjan et Riyad, le prince saoudien Abdelaziz en visite en Côte d'Ivoire a rencontré aujourd'hui le gouvernement ivoirien, le CPIC et la Chambre de commerce et d'industrie. La FAO, le PAM et l'UNICEF, ces agences des Nations Unies, se prononcent sur la situation nutritionnelle dans le nord du pays, région menacée de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Et puis, le Hajj 2012 a été lancé hier. Le coût du pèlerinage à la Mecque n'a pas changé. 1 500 000 francs CFA. 7 000 pèlerins sont attendus pour cette édition. Voilà pour les titres. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Son Altesse Royale, le Prince Abdelaziz Boun Abdullah Boun Abdul Aziz Al Saoud, vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, était en visite en Côte d'Ivoire, arrivé hier dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre de la coopération bilatérale entre Abidjan et Riyad. Le prince est réparti aujourd'hui même dans son agenda plusieurs rencontres, notamment avec le gouvernement ivoirien, le CPIC et la Chambre de commerce et d'industrie. Le prince Abdelaziz a aussi été reçu par le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Alexis Ouedraogo. Agenda bien rempli cette journée de vendredi pour son Altesse Royale, le prince Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Il est 9h lorsque son Altesse reçoit au 22e étage de l'Hôtel Ivoire le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan-Duncan. Après 20 minutes d'échange, la presse est conviée à immortaliser l'échange symbolique de présents entre les deux hommes, gage de l'amitié entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. 9h30, le prince Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud reçoit le gouvernement ivoirien presque au grand complet. Plantant le décor de la rencontre, le ministre d'État Daniel Kablan-Duncan, au nom du président de la République, a remercié le prince pour cette visite qui marque encore une fois l'excellence des rapports avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous sommes heureux de notre coopération, que ce soit aussi dans le financement de grands projets, comme le prolongement de l'autoroute du Nord, pour un coût de 8,3 milliards de francs CFA, la réhabilitation d'établissements d'enseignement technique et professionnel pour 5 milliards de francs CFA. Nous avons échangé tout à l'heure des possibilités donc de nouveaux projets, la construction de 2 universités sur les 5 à réaliser. La Côte d'Ivoire est devenue un vaste chantier où les opportunités d'affaires et d'investissement sont nombreuses et diversifiées. Et le temps est venu d'investir en Côte d'Ivoire pour les hommes d'affaires d'Arabie Saoudite. Le prince Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud a à son tour magnifié cette coopération avec la Côte d'Ivoire. Les opportunités d'amélioration et de développement de nos relations, aussi bien sur le plan économique et culturel, sont légion. Et l'Arabie Saoudite s'engage à fournir tout effort pour améliorer ces opportunités dans l'intérêt des deux pays. Chacun des ministres présents a ensuite soumis ses projets, des doléances bien comprises par la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite. Autre rencontre inscrite à l'agenda du prince saoudien, celle avec le CPIC et la Chambre de commerce et d'industrie. Le prince Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud a assuré le secteur privé de la disponibilité de son royaume à les accompagner. C'est à la primature que le prince a fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il a dit être porteur des salutations du roi Abdallah au peuple et au gouvernement ivoirien. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le chef du gouvernement, a dit la ferme volonté du président ivoirien Alassane Ouattara de voir renforcer les liens d'amitié et de coopération dans tous les domaines entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que très bientôt, une délégation d'hommes d'affaires de Côte d'Ivoire ira en Arabie Saoudite et nous recevrons aussi une forte délégation d'hommes d'affaires saoudiens pour croiser nos opportunités d'affaires. Le prince Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud a quitté la Côte d'Ivoire sur le coup de 12h45. La première réunion du cadre permanent de dialogue entre le gouvernement et les partis politiques a eu lieu hier à la primature au plateau. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui a assuré l'intérim du Premier ministre à cette réunion. Au cœur des discussions, l'actualité politique de l'heure. Jean-Jacques Oméala. Une dizaine de partis politiques, hormis le FPI, Front Populaire Ivoirien, allaient pas à cette première réunion du cadre permanent de dialogue présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko.
mise en place à l'issue du conclave de relance du dialogue pour la réconciliation et la paix tenu à Grand-Bassam le 27 et 28 avril dernier. Le cadre permanent de dialogue devait se tenir une fois par trimestre ou en cas de besoin à l'initiative du gouvernement ou à la demande des partis de l'opposition. Cette réunion qui se tient à moins d'un trimestre depuis la tenue du conclave de Grand-Bassam a souligné le ministre d'État Ahmed Bakayoko, traduit l'urgence des échanges gouvernement, partis d'opposition sur les faits et l'actualité sociopolitique. Je voulais insister, avant de terminer mon propos liminaire, sur la nécessité pour chacun et pour tous de nous donner toutes les chances d'aplaner nos différends et de rechercher ensemble les moyens de parvenir à une paix durable. Le gouvernement ainsi le Conseil y est fortement disposé. Juste après les propos liminaires du ministre d'État Ahmed Bakayoko, les discussions se sont déroulées à huis clos. 2 heures après, opposition et gouvernement se sont réjouis des discussions qui s'inscrivent dans le processus de réconciliation nationale. Nous avons échangé sur l'actualité politique. Nous avons donné des informations à l'opposition. Nous avons noté à nouveau son attachement à la paix, l'opposition et le gouvernement pour travailler donc à l'apaisement, à la réconciliation, à la paix. Je crois que nous y engageons ensemble. Vous verrez dans les semaines à venir les initiatives communes que nous prendrons. On a parlé de l'opposition, du statut de l'opposition qu'il faut connaître. On a parlé du cas de nos camarades qui sont incarcérés, de ceux qui sont naturellement en exil. On a discuté avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure tout cela pouvait être mis en œuvre. Et bien d'autres discussions. Et le statut de l'opposition qui a été bien vu et nous allons y travailler. J'en viens à cette cérémonie de signature de convention du projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu hier au ministère de l'Intérieur au plateau d'un montant global d'environ 1 milliard de francs CFA. Ce projet, financé par l'Union européenne et exécuté par le PNUD, vise à renforcer le processus de réconciliation nationale et la restauration des services de sécurité, nous dit Patricia Oumouetia. 1,5 milliard de francs CFA pour réconcilier les Ivoiriens et la police nationale de Côte d'Ivoire. C'est un projet financé par l'Union européenne et exécuté par le PNUD. Ce contrat social entre la police et les communautés se fera à travers des activités de sensibilisation et des événements socioculturels et sportifs. Les zones cibles sont les communes de Makori, Trècheville et Yopougon. Pour le représentant résident de l'ONUCI, Ndolamb Ngokwe, et le ministre Ahmed Bakayoko, ce projet traduit l'engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'état des lieux réalisé montre l'ampleur de la tâche à accomplir et cette situation est rendue encore plus difficile du fait de tous les préjudices subis au niveau des commissariats et districts de police à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Nous avons pris des mesures urgentes pour répondre aux attentes des populations, aussi bien au niveau de la restauration des cadres de travail, du rétablissement des différentes unités opérationnelles que de la formation de nos agents. Au terme de la cérémonie, les représentants de l'Union européenne, de l'ONUCI et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont tour à tour signé la convention pour l'exécution du projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire. Ouvrons le chapitre économie de cette édition avec la 3e édition du Salon régional de la monétique qui a pris fin aujourd'hui même à Abidjan. Ce rendez-vous des acteurs et décideurs du monde de la monétique a pour but de booster l'accès aux services financiers, singulièrement en Afrique, afin qu'au moins plus de 24% de la population dispose d'un compte bancaire. Alexis Ouedraogo. Près de 2,5 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès aux services bancaires. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population dispose d'un compte bancaire. Une situation qui met à mal la croissance économique et les initiatives de réduction de la pauvreté. Pour donc tracer des ébauches de solutions face à cette réalité, la 3e édition du Salon régional de la monétique s'est appuyée cette année sur le thème « Réussir l'inclusion financière et la bancarisation à travers des solutions innovantes de la monétique ».
Les gouvernements reconnaissent de plus en plus le rôle que joue l'accès aux services financiers dans le développement économique, en mettant à leur disposition des services financiers tels que les comptes d'épargne, prêts ou de crédit. Il est possible d'aider les populations à échapper à la pauvreté, mais aussi à encourager l'entrepreneuriat et à stimuler la croissance. Autre point non négligeable sur lequel le salon fera lumière, celui des services financiers autour du téléphone portable, un concept qui s'impose de plus en plus. La nécessité du désintéressement du fiduciaire aussi sera à l'ordre du jour. En Afrique, près de 80% de la population reste attachée à la monnaie physique. Le salon régional de la monétique, il faut le rappeler, se veut une opportunité d'échange sur la pertinence des décisions politiques et autres performances dans la fourniture de services et autres équipements monétiques. La Côte d'Ivoire devrait très bientôt abriter le siège de la GIM UEMOA. Et pour parler justement de ce sujet, nous recevons pour vous chez vous Blaise Awanchede. Il est le directeur général de GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonsoir. Alors, le thème cette année de cette 3e édition du Salon régional de la monétique est réussir l'inclusion financière et la bancarisation avec les solutions innovantes de la monétique. Le constat est que le taux de la bancarisation reste faible. Quelle contribution du GIM UEMOA pour élever ce taux? Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de parler de ce sujet important. Je dirais même le sujet le plus important relativement au développement de nos États. Effectivement, vous avez raison, on parle de la problématique de financement de l'économie. Comment on finance l'économie? Il faut trouver des moyens. Il se trouve que nous sommes dans une zone à forte potentialité. L'argent dort sous les tiroirs, partout, dans les champs. Et je pense que la Banque centrale a eu raison, suite à l'initiative des chefs d'État de la zone UEMOA, de conduire un vaste chantier de modernisation des systèmes moyens de paiement. La monétique est véritablement le 3e volet de ce chantier. L'intérêt de la monétique, c'est comment faire pour doter les citoyens de la zone UEMOA d'un moyen de paiement et comment les aider à utiliser ce moyen de paiement. Vous connaissez la carte GIM UEMOA qui porte le logo du GIM. Vous connaissez également la carte comarquée GIM Visa, GIM Mastercard. Vous connaissez également les terminaux de paiement que nous plaçons chez les commerçants pour collecter des ressources, pour sécuriser leurs revenus. Et aujourd'hui, le mobile banking, puisque tous les citoyens de la zone UEMOA, dans un foyer, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans la zone UEMOA, vous avez un téléphone portable. C'est la raison pour laquelle le GIM, tout de suite, a initié le chantier de mobile banking, les vrais mobile banking. Comment les services financiers vont sur le téléphone portable de nos citoyens pour bénéficier, pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire des opérations partout où ils se trouvent dans la zone UEMOA. C'est cette révolution-là que nous voulons partager avec vous. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en initiant une telle stratégie, nous allons aider les États à mobiliser l'épargne intérieure, les transferts des migrants. Tout ça, aujourd'hui, autour de la monétique, nous sommes conscients que l'avenir est autour de ces solutions-là et nous allons aider vraiment nos États vraiment à financer l'économie, mais de manière conséquente en utilisant la demande, le potentiel intérieur. Vous avez organisé le salon régional de la monétique d'hier à aujourd'hui. Quelles ont été les grandes innovations de ce salon? Les innovations sont nombreuses. Il faut d'abord dire que la première journée était consacrée véritablement au mobile banking. Nous avions fait appel à tous les acteurs. Aujourd'hui, on parle de Orange Money, de MTN Money, de Move, de Money. Donc, le rôle du GIM, c'est de fédérer l'ensemble des initiatives et puis faire en sorte pour que chacun puisse trouver sa place dans ce que nous appelons dans notre jargon l'interopérabilité. Donner la possibilité à tous citoyens d'Abidjan, à tous citoyens de la Côte d'Ivoire, à tous citoyens de la zone UEMOA de pouvoir faire ces transactions partout où ils se trouvent et en s'appuyant sur les solutions qui sont proposées. Donc, il y a toutes les solutions autour du mobile banking et en particulier la solution du GIM UEMOA, la solution GIM mobile qui va fédérer l'ensemble des initiatives mobile banking, mobile money, rural banking, branchless banking, tous ces jargons auxquels vous serez obligés d'être habitués dans les prochaines années. Mais ce que je veux également souligner, c'est que nous avons été sponsorisés cette année par un partenaire stratégique qui est Mastercard. De plus en plus, vous trouvez des cartes Mastercard dans la zone, mais également des cartes Visa, et on a tous les partenaires dans les terminaux de paiement, dans les fournisseurs de câbles, de tables, qui proposent, disons, des solutions innovantes pour amener les populations justement à utiliser les solutions monétiques dans le développement de la... Pour terminer, quel est votre message à l'endroit des États de la zone de l'UEMOA pour une plus grande inclusion financière des populations? Le message est simple, c'est le GIM UEMOA. Il n'y a pas autre chose à chercher. Il ne faut pas aller chercher là où il n'y a pas. C'est le GIM UEMOA qui a la solution. C'est le GIM UEMOA qui va aider, me semble-t-il, les États à mobiliser
mobiliser l'épargne intérieure, à engranger des commissions. C'est le GIM UEMOA qui va aider justement les acteurs qui sont les banques, la Banque centrale, pour développer ce qu'on appelle les innovations financières, l'inclusion financière. Donc c'est le message que je voulais dire. Je demande simplement aux citoyens de notre zone, de la Côte d'Ivoire que nous aimons beaucoup, de faire confiance à leur banque, de laisser l'argent au niveau de la banque et prendre leur carte bancaire GIM, leur mobile banking autour du GIM mobile, leur TPE pour pouvoir les utiliser dans leur quotidien. D'accord, on vous aura bien compris. En tout cas, merci à vous, Blaise Awanchede. Je rappelle que vous êtes le directeur général de GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest africaine. C'est moi qui vous remercie. Toujours dans le chapitre économie de ce 20h, le lancement du test pilote d'évaluation du système de production des informations financières, test lancé ici à Abidjan par le Conseil national de la comptabilité, le CNC, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Jean-Jacques Kwame, compte rendu. Le projet test pilote évaluation du système de production des informations financières de Côte d'Ivoire, lancé par le Conseil national de la comptabilité en partenariat avec la CNESED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, vise à mettre à la disposition du système financier comptable ivoirien des outils qui répondent à la norme des standards internationaux. L'objectif, à terme, c'est de nous améliorer et de faire en sorte que les informations qui vont être produites de notre système financier et comptable soient des informations crédibles et fiables, donc exportables. Les investisseurs sont réticents à investir dans des marchés dont ils ne comprennent pas la complexité, qu'ils considèrent opaques. Donc l'idée, c'est de renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire à converger vers un système de diffusion d'informations sur ces entreprises qui correspondent aux attentes des investisseurs. Plus les gens seront confiants, plus ils vont investir. Pour le représentant du ministre de l'économie et des finances, ce test pilote va permettre d'identifier les lacunes du système financier comptable et de déterminer les domaines prioritaires pour le renforcement des capacités nationales. Durée de la mission test pilote, 3 mois, où seront examinés par la CNESED tous les éléments du dispositif et de publication des informations financières de Côte d'Ivoire, depuis le cadre réglementaire en passant par le cadre institutionnel. La FAO, le PAM et l'UNICEF, ces agences des Nations Unies impliquées dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, viennent d'organiser une conférence de presse. Objectif, informer sur la situation nutritionnelle du nord de la Côte d'Ivoire, région menacée de malnutrition et d'insécurité alimentaire à cause de la crise post-électorale. Et pour venir justement en aide aux populations, les agences des Nations Unies ont décidé de mener plusieurs actions, notamment la distribution des semences de qualité aux producteurs, la création d'emplois pour les jeunes dans le domaine de l'agriculture. Marie-Laure Ngo. C'est une action conjointe FAO, PAM, UNICEF, Union européenne et le gouvernement ivoirien pour combattre la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans le Nord. L'objet de la conférence de presse est donc clair, informer sur la situation nutritionnelle dans la région du Nord et apporter une réponse adéquate. Selon une enquête menée par les agences des Nations Unies, la crise post-électorale a eu de lourdes conséquences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, notamment dans les zones du Nord. Difficile accès à la nourriture due à la baisse de la production céréalière dans l'ensemble de la région, indisponibilité de semences pour les producteurs. La malnutrition pèse aussi de son poids dans cette région avec un taux de malnutrition critique. Les principales causes sont la difficulté d'accès aux soins de santé adéquats et aux denrées alimentaires de base, les mauvaises pratiques nutritionnelles. L'alerte est donnée, il faut donc agir. Ce que le PAM notamment prévoit de faire dans les prochains 2-3 mois est de distribuer d'aliments, de vivres à ces ménages, des distributions très ciblées, aux ménages vraiment vulnérables, pour pouvoir leur permettre de passer ces 2-3 mois de soudure avec le minimum de problèmes et de mettre en place un système de surveillance nutritionnelle et de sécurité alimentaire. Les actions vont être menées pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Nord. La FAO, le PAM, l'UNICEF et l'Union européenne vont aider la Côte d'Ivoire, notamment dans l'éducation nutritionnelle, la relance agricole avec la distribution de semences, la création d'emplois pour les jeunes dans le domaine de l'agriculture.
Il existe à ce jour dans les lois et codes ivoiriens des textes discriminatoires à l'égard des sexes. Depuis quelques mois, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et ONU Femmes ont recensé tous ces textes en vue de leur révision. La liste de ces textes a été validée au cours d'un atelier hier au plateau, nous dit Victorine Yaoyobo. Ici en Côte d'Ivoire, les femmes ne peuvent pas accéder à l'école de gendarmerie. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'envie qui leur manque, mais plutôt la législation nationale qui les en empêche. Ce genre de loi discriminatoire à l'égard des sexes, précisément à l'égard de la femme, se compte par dizaines, alors que la Constitution ivoirienne consacre l'homme et la femme égaux devant la loi. La loi sur la minorité qui parle de puissance paternelle. Souvent, il y a des hommes qui démissionnent au sein du foyer. Et il serait convenable de parler d'autorité parentale et faire en sorte que lorsque le mari démissionne totalement, la femme puisse s'occuper de gérer le ménage de manière décente sans avoir recours à des décisions de justice qui sont parfois fastidieuses à obtenir. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et ONU Femmes ont décidé de mettre fin à cette injustice. Elles se sont donc attelées à recenser tous les textes discriminatoires dans la législation nationale en vue de leur révision. Les femmes assurent que leur action n'est pas dirigée contre les hommes et pour le montrer, plusieurs hommes ont été invités à l'atelier de validation de ces textes discriminatoires à l'égard des sexes. Elles souhaitent qu'ils soient plutôt des relais auprès des autres hommes, par exemple à l'Assemblée nationale, en vue d'obtenir leur soutien dans ce combat contre la justice à deux vitesses. La grande pluie d'hier à Abidjan a fait des dégâts dans la commune du Plateau. Les branches des arbres sont tombées le long des rues et les conséquences pourraient être aggraves si les autorités de la commune ne trouvent pas de solution avant la grande saison des pluies. Doigt des lasers, Patricia Oumouetia. Plateau, commune des affaires d'Abidjan. Un visage sombre après la grande pluie de la matinée du jeudi 21 juin. Les branches des arbres cassés mettent en danger les véhicules et les piétons. Les passants, eux, s'inquiètent de l'ampleur des dégâts en saison des pluies qui d'ici peu. Énorme dégâts, hein? Il y a une voiture là sur laquelle un gros arbre est tombé là. C'est pas bon. Et je ne sais pas si c'est la mairie qui va pas bien son travail. 3 branches sont affaissées. Cette dame là, elle a eu la chance. C'est les feuillages là qui sont versés sur elle. Et sur sa voiture du moins. Donc ça a causé un vrai danger pour le plateau. Voilà, surtout que c'est en fait de la façon que nous, qui sommes les débrouillards comme des petits débrouillards comme ça là. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas moyen de payer ces bois là. Nous on failli nous tuer. Donc on était obligé de se cacher dans les locaux de la fonction publique. C'est le plateau qui reflète vraiment le visage du pays. En somme, il faut vraiment les tailler. Il faut les tailler pour que le plateau soit propre. Chaque fois qu'il y aura la pluie, les arbres vont tomber. Des arbres de décoration ou forêts sacrées à entretenir. En tout cas, l'on peut toujours s'attendre à des surprises désagréables à venir si les autorités de la commune n'y prennent garde. Un véhicule est déjà victime des conséquences néfastes du plateau. Ouvrons le chapitre santé de cette édition avec le lancement du projet d'appui à la redynamisation du système de santé ivoirien. Lancement fait par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Ndri Diomantérez, assisté du chef des opérations de coopération de la délégation de l'Union européenne, Yves Gillet. Le coût du projet s'élève à 10 milliards. Il est destiné à améliorer l'état de santé des populations ivoiriennes défavorisées. Honorine Anigoré. Ce projet d'appui à la redynamisation du système de santé ivoirien par-ci, financé par l'Union européenne à hauteur de 10 milliards de francs CFA, va favoriser l'accès aux soins des populations des régions d'Abidjan 1, Grand Pont, d'Abidjan 2, de Boaké, de San Pedro et de Mans. D'une durée de 5 ans, le par-ci contribuera au renforcement et à l'amélioration des capacités techniques des différents niveaux de l'administration sanitaire. C'est un projet qui consiste en 3 volets. Le premier volet va permettre d'améliorer tout le cadre institutionnel au niveau du ministère de la Santé par des réformes importantes. On a tout à l'heure évoqué la réforme de la pharmacie de la santé publique, mais il y a également la réforme de la fonction hospitalière. Un deuxième volet qui concerne les médicaments,
Donc, l'accessibilité aux médicaments de qualité avec la réforme de la PSP et puis l'amélioration de la qualité des soins dans les établissements de base qui sont fréquentés par les populations les plus vulnérables. Pour le chef des opérations de coopération de la délégation de l'Union européenne, c'est une manière de participer au processus de reconstruction en Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est certainement un volet essentiel aussi, par exemple, pour la réconciliation, en montrant aux populations bénéficiaires que le gouvernement travaille pour eux et que le gouvernement veut rendre visibles les efforts et les progrès réalisés sur l'ensemble du territoire national. Cette importante contribution de l'Union européenne permettra au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida d'avancer significativement vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment au niveau de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Toujours dans le chapitre santé, je vous propose maintenant d'aller à la découverte de l'URACA, une expérience communautaire africaine contre le sida en France. Damien Rouiguera est directeur de l'URACA. Chaque jour, ils se rendent dans leur bureau situé en plein cœur du quartier de la Goutte d'Or à Paris. L'URACA, c'est l'unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Depuis 1986, cette association fait de la prévention sanitaire, en particulier sur le sida. Elle organise régulièrement des réunions d'information. Si vous ne faites pas ce que j'appelle bêtement des piqûres de rappel, les gens ne se rendent pas compte, ils ont d'autres soucis. Ils ont des soucis de logement, ils ont des soucis de précarité, ils ont des soucis de travail, comme tout le monde, et en particulier les femmes. L'originalité de l'URACA, c'est la prise en compte des différentes cultures africaines. Pas toujours facile de parler du sida et de sexualité. Au début, c'est pas facile. Parce que les femmes ont leur pudeur, quand elles se connaissent pas, elles parlent pas si facilement de leur sexualité ou de la prévention et tout. Et au fur et à mesure, en organisant des réunions, les langues se délient et puis elles parlent plus facilement sur le VIH. L'association assure un accueil quotidien. Elle organise aussi des conférences, des assemblées de femmes pour leur permettre de se réunir et de parler de sexualité sans tabou. Mais alors, quand vous rentrez dans votre cuisine, vous savez, on nous a montré beaucoup de capotes, même les capotes pour les femmes, moi je ne connaissais pas. Mais c'est grâce à l'URACA que j'ai vu le capote des femmes. Les capotes des femmes. Et j'ai su comment faire. Et vraiment, je suis contente. Lutter contre le sida, contre l'isolement et la précarité. Avec l'URACA, la communauté africaine a trouvé un soutien nécessaire. L'association a permis une plus grande prise de conscience et un changement des mentalités. Journée mondiale des réfugiés. Les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les autres réfugiés du monde, ont été célébrés. Pour cette édition, le thème retenu est « Les réfugiés n'ont pas de choix, mais vous si ». La célébration officielle s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville, en présence de Mamadou Kwasi et Patricia Omouetia. Le réfugié est une personne ayant quitté son pays pour des raisons de sécurité ou de survie. Ils sont au total 25,5 millions recensés dans le monde entier. La Côte d'Ivoire seule en accueille sur son sol quelques 200 000 venus pour la plupart du Libéria, du Congo, du Rwanda et de la Sierra Leone, des pays qui ont connu la guerre. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, veut donner aux réfugiés l'espoir de vivre et un confort moral. Cette célébration est l'occasion de rappeler à la communauté internationale que nous avons plus que jamais besoin de leur soutien pour la protection et l'assistance pour les réfugiés. Cette journée est encore plus importante pour vous, les réfugiés libériens, qui, pour la majorité, cesseraient d'être réfugiés. La fin de votre statut vous permettra, j'en suis sûr, de faire un choix, possibilité que vous n'aviez pas lorsque vous quittez votre pays.
for free care. Le Haut Commissariat pour les réfugiés propose le rapatriement volontaire des personnes comme solution pour régler le problème des réfugiés. Pour cette édition, le thème retenu est « Les réfugiés n'ont pas de choix, mais vous, si ». On termine ce journal en religion. Le lancement de l'édition 2012 du Hajj s'est déroulé hier au Palais de la Culture, en présence des ministres du Transport et le ministre de l'Intérieur. Environ 7000 pèlerins sont prévus pour le Hajj 2012. Le coût n'a pas changé, toujours 1 500 000 francs CFA. Le compte rendu de Patricia Omouetia. Pour l'édition 2012 du Hajj, la nouvelle compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a été cooptée pour assurer le déplacement des 7000 pèlerins ivoiriens qui effectueront le déplacement en Terre Sainte. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a assuré la détermination du gouvernement à mettre tout en œuvre pour la réussite du Hajj 2012. Le coût du Hajj 2012 est maintenu à 1 500 000 francs CFA, malgré la hausse des prix de transport liés à la hausse du kérosène. Le circuit défini cette année est le suivant: Abidjan, Médine, La Mecque, Jeddah, Abidjan. Le commissaire du Hajj 2012 invite les éventuels candidats au 5e pilier de l'islam à remplir les différentes formalités d'usage qui démarrent le 25 juin pour s'achever le 25 août prochain. Je demande à tous les pèlerins dès lundi de se mettre en branle pour effectuer les formalités. La consultation médicale pré-pèlerinage va commencer Inch'Allah lundi. Les passeports, et dès qu'ils ont ces deux documents, ils peuvent aller au trésor pour payer les 1 500 000 Inch'Allah. La directrice générale des cultes, Dao Mariam, et le président du COSIM, Cheikh Boakari Fofana, ont tour à tour appelé à une mobilisation des différents acteurs pour une réussite totale du Hajj 2012. Pour finir ce communiqué, depuis 2011, le ministère des Eaux et Forêts a procédé à plusieurs saisies d'envergure sur les fraudes concernant le bois de benne, bois des savanes à grande valeur commerciale. Cette fraude s'étend même au-dessus du 8e parallèle avec des conséquences graves pour notre écosystème. Malgré cette volonté affichée de réduire la fraude, les hommes d'affaires véreux n'hésitent pas à outrepasser la réglementation forestière de notre pays et contourner l'administration forestière, tout en félicitant les services de la police, de la douane et de la gendarmerie, des FRC, des eaux et forêts et des services portuaires. J'en appelle à la vigilance plus accrue pour débusquer ces bandes de fraudeurs sur le bois de benne et toutes les essences. Je demande l'appui des populations afin que notre forêt soit protégée durablement. C'est signé le ministre Boueka Nabo Clément, ministre des Eaux et Forêts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Bouedin Mobio. Bonsoir.